Ok, rebonjour Mathilde. On peut y aller. Vous avez 30 minutes, donc pas de stress. Merci beaucoup. Je vais parler un peu plus doucement comme ça, pour laisser le temps à la traduction de se faire. Donc, rebonjour. Je vais maintenant vous parler, après avoir parlé tout à l'heure, plutôt de l'acquisition des compétences sociales et comment on pouvait optimiser le développement de ces compétences, de ce qu'on peut faire quand l'acquisition de ces compétences a fait défaut et qu'on se retrouve dans une situation de resocialisation, voire de socialisation tout court, de chevaux qui sont déjà adultes, en prenant un des exemples les plus extrêmes avec des étalons désocialisés depuis le très jeune âge. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme vous l'avez entendu aussi au cours des autres interventions, il est vraiment très important de respecter le développement social de nos jeunes chevaux, si après on veut des individus qui sont capables de s'adapter à différentes situations, à la fois sociales, voire même avec des effets aussi, même sur leur adaptabilité dans d'autres contextes. Mais voilà, il faut être réaliste. On n'est pas encore dans un monde où tous les chevaux ont une socialisation idéale. Et il arrive encore qu'on ait des chevaux, parfois âgés, voire très âgés, qui sont désocialisés depuis des années, soit parce qu'ils ont été isolés pendant plusieurs années, même à un âge plus tardif, soit souvent c'est à la fois parce qu'ils ont été isolés, y compris dans le jeune âge. Donc voilà, ça c'est des cas un peu plus extrêmes encore. Et donc, voilà, l'idée aujourd'hui, c'est d'aborder cette question. Je pense que la resocialisation, c'est typiquement un sujet où on a besoin de bases scientifiques, parce que forcément, c'est des processus délicats, c'est pas que 100% de succès, malheureusement. Donc, moi, le sentiment que j'ai, c'est pas le cas que chez le cheval, mais c'est qu'il y a, je pense en tout cas, une vraie demande de connaissances pour un peu guider. Et c'est vraiment un domaine où on peut établir des critères, avoir des méthodes pour y aller progressivement. Donc, on va dire que le principe d'appliquer un protocole avec des critères propres après chaque cheval est vraiment est particulièrement intéressant. Donc, pour aborder cette question-là, comme je vous disais, j'ai décidé de vous présenter ce qu'on a fait avec des étalons de selle qu'on a cherché à resocialiser pour former un groupe d'étalons entre eux, dans la mesure où, vu qu'on est dans un cas particulièrement extrême, on va dire que tout ce qui fonctionne pour eux a de bonnes chances de marcher d'autant plus pour d'autres chevaux. Donc ça, c'est une étude qu'on avait menée il y a quelques années avec Odile Petit et notre étudiante alors, Camille Hérault. Et la petite vidéo que j'ai mis là, c'est pas du tout une vidéo à moi, c'est une vidéo qui est sur YouTube, on trouve assez facilement, qui montre un peu le type de situation dans laquelle on se retrouve. Et moi, je l'ai vu souvent et je pense que je suis pas la seule, avec certains entiers et étalons qui finalement posaient des problèmes de maniabilité dans le passé et qui se retrouvent, on va y revenir dans la discussion plus tard, mais voilà, qui se retrouvent dans des situations un peu graves, à la fois pour leur propre sécurité et bien sûr la sécurité des humains autour. Et dans cette vidéo, ce qu'on voit, c'est un étalon qui est déjà très défensif et très excité, très stressé. Et il y a même des gestes d'automutilation. Et je trouve que ça, c'est quand même une des images les plus fortes qu'on peut avoir d'un animal, et c'est courant quand même chez les étalons, d'animal qui se blesse lui-même. Donc voilà, c'est un peu de ce type d'animaux qu'on est parti. Et quand même allé, parce qu'on avait quand même, à cette époque-là déjà, déjà des retours de terrain qui allaient dans ce sens, et on va y revenir. Et aussi, on commençait déjà à avoir une base scientifique, notamment en se basant sur ce qui avait été fait au Haras d'Avenches, où ils avaient déjà mis leurs étalons en groupe de manière annuelle. La toute première année où ils l'ont fait et documenté, il y a même la vidéo qui est trouvable sur Internet assez facilement, et où en fait ils ont mis en place cette période en pause de reproduction où ils mettent les étalons ensemble, en groupe, tous ensemble, et avec des outils aussi pour maintenir les liens pendant les périodes où ils ont besoin des animaux en box pour le travail et ou pour la reproduction.
Et donc, voilà, l'idée, c'était un peu d'aller voir sur d'autres chevaux ce que ça pouvait donner, sur des exemples peut-être encore une fois un peu plus extrêmes. Parce qu'une des raisons, là, c'est parti plutôt d'une demande de terrain, en fait, au départ, c'est que nous, on nous avait dit, oui, mais voilà, ça, c'est des chevaux, quasiment des chevaux de trait, c'est pas exactement le cas, mais en tout cas, voilà, c'est des chevaux particulièrement cool. Sur des chevaux de selle, ça ne marchera jamais, ils vont s'entretuer, c'est même pas la peine. Donc à la fois, voilà, on nous rétorquait toujours ça quand on présentait ces résultats. On nous disait non, ça ne marchera pas pour tous les chevaux, surtout pas des chevaux avec plus de sang. Et par ailleurs, voilà, on a mené cette étude à la jumenterie du Pin où en fait à l'époque on avait donc un certain nombre d'étalons qui de toute manière devaient être réformés et on nous a dit c'est peut-être le moment de leur donner une chance d'être socialisés parce que ça pourrait notamment aider après à leur vie future. En quittant le hara. Et ça, c'est une vraie question qui est souvent liée à la resocialisation, c'est la réforme au sens large des chevaux quand ils sortent plus ou moins jeunes. Ça peut être des chevaux justement qui sortent des systèmes de course, mais c'est aussi une question qui se pose beaucoup à l'âge de la retraite. Mais ça, on y reviendra. Peut-être que c'est un petit peu trop tard pour se poser cette question-là à ce moment-là. Mais voilà, c'est un moment où cette question intervient. Donc voilà, c'est un peu pour vous donner le contexte de l'étude. On s'est lancé donc pour tester un protocole de resocialisation progressif. Ça, c'était l'idée pour à la fois y aller doucement avec ces animaux où vraiment, quand je dis qu'ils étaient isolés, c'est que c'était des box sans contact visuel, avec des soigneurs qui étaient assez tendus avec les animaux parce que forcément, c'est ce que je disais, des animaux qui étaient assez excités dès qu'ils sortaient, qui se jetaient sur les barreaux, s'ils envoyaient un autre. Voilà, pour vous donner un petit peu le tableau. Historique exact, mais pour la plupart d'entre eux, je pense qu'ils avaient été isolés peut-être bien dès le sevrage pour certains, ou en tout cas de manière assez précoce. Donc, il y avait vraiment un déficit évident. Et donc, voilà, on est parti de 6 animaux, donc 6 entiers âgés de 5 à 21 ans, qui étaient en isolement social strict, qui vivaient en box individuelle, et qui étaient sortis en paddock individuel. Donc, ils pouvaient quand même, ils avaient juste des contacts visuels de temps en temps, d'un paddock à l'autre, comme je disais, à travers les barreaux quand il y en a un qui passait dans le couloir, par exemple, de l'écurie. Donc, l'idée, ça a été d'aller de l'isolement vers des diades, donc des chevaux maintenus 2 par 2, jusqu'à une vie en groupe. La méthode qu'on a mis en place, on a d'abord eu une phase préliminaire, évidemment, où on a évalué les caractéristiques individuelles de chaque étalon. On a fait des tests de tempérament. On a fait le même type de protocole d'observation que j'ai montré tout à l'heure pour établir le budget d'activité, par exemple, et puis voir un peu les comportements anormaux. Comme je vous disais, on a vu, par exemple, des comportements, des stéréotypies. Et on a aussi caractérisé les animaux selon leur état corporel avec des indicateurs basiques et notamment une note d'état corporel. Puis, on est rentré dans la phase de socialisation avec l'idée d'abord de familiariser les animaux par deux, parce qu'on sait que pour des chevaux qui sont que tout seuls, des fois, passer à plus de 2 d'un coup, c'est un peu compliqué. Donc, on les a d'abord exposés les uns avec les autres en faisant toutes les combinaisons 2 à 2 possibles avec les 6 individus pour que les chevaux se connaissent et après essayer, même si ça reste un stade, une mise en contact assez faible dans un premier temps, mais après essayer de trouver la meilleure combinaison pour faire 3 paires qu'on allait renforcer, parce que l'idée à la fin, c'est d'avoir 3 paires qui se connaissent bien, qu'on mettrait ensuite ensemble pour avoir 6 individus qui auraient chacun déjà un partenaire préférentiel, pour avoir quelque chose d'un peu équilibré. Donc, pour familiariser déjà les chevaux les uns aux autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré les plaques qui étaient déjà en place. En fait, on avait des barreaux qui séparaient les box en fait, qui étaient sous ces plaques, qui nous a permis de les faire se rencontrer à travers les barreaux. Donc, on n'avait que du contact olfactif et visuel ainsi. On sait déjà, sur la base scientifique, que ce n'est pas assez pour établir des relations sociales, mais voilà, c'était déjà pour familiariser les habitués. Et donc, on a fait cette familiarisation pendant 2 jours, donc d'abord 2 heures, puis une journée entière avec donc les barreaux, juste avec la fenêtre avec les barreaux. Puis ensuite, on les a mis dans des paddocks adjacents avec une double clôture pour qu'ils se voient entièrement, mais sans aller tout de suite jusqu'à des contacts, jusqu'à des flairages, parce que là, avec des clôtures, ça aurait été dangereux. Et puis, on voulait avoir un peu des contacts déjà un peu de loin pour commencer. Une fois qu'on a fait ça, forcément, on a observé ces mises en contact.
Et là, ce que vous voyez, par exemple, c'est le type d'interaction qu'on a observé à travers la fenêtre avec les barreaux, rien qu'entre le premier et le deuxième jour, en fait. Je n'ai pas noté le temps d'expo. Ah oui, voilà, 2 heures pour la première fois et la journée entière. Et on voit, par exemple, que la première journée, quand on ouvre pour la première fois, quand on enlève ces parois qu'il y a les barreaux, on a quand même beaucoup de comportements, notamment d'exploration, des comportements aussi typiques des étalons qui sont les comportements ritualisés, hein, tous les comportements avec des postures très arrondies, exagérées, etc., des vocalisations assez typiques, et des comportements agonistiques du type, à travers les barreaux, ça va être des menaces ou des agressions, mais via le barreau, en fait. Les animaux ne peuvent pas vraiment se toucher. Donc, on n'avait pas tant que ça de comportements agonistiques, déjà, première chose. Beaucoup de comportements ritualisés et exploratoires qui, en fait, diminuaient très, très vite. C'est-à-dire que la première fois où ils étaient comme ça, déjà au bout de 2 heures, on a beaucoup diminué la fréquence sur 30 minutes. Et donc, une fois qu'on a fait ça, que tous les chevaux se sont familiarisés à travers donc le paddock et la fenêtre, on a sélectionné 3 paires différentes qu'on a cherché à mettre en contact. Et donc, je vais y revenir, on a utilisé la fameuse paroi sociale pour réaliser cette première mise en contact avec des vraies interactions. On a fait ça durant 7 jours, avec 2 heures chaque jour. Et ensuite, à l'issue de ces 7 sessions de boxe sociale, on les a mis en pâture, vraiment en liberté, cette fois 2 à 2, d'abord 2 heures, puis la journée entière le deuxième jour. Donc, le box social avait été d'abord mis au point et testé au Haras national d'Avenches. Et donc, on est parti de leur expérience, en fait, comme on a pensé que c'était un outil qui était intéressant justement pour cette première mise en contact sécurisée. Et en fait, c'est une paroi qui est ouverte de haut en bas et qui permet aux individus de passer jusqu'aux épaules. Ça s'arrête en fait aux épaules, donc ils passent l'encolure et la tête. Ils peuvent passer un antérieur, voire un postérieur, de manière sécurisée. On a un peu adapté le système parce que à l'époque, ils nous avaient expliqué qu'on avait des problèmes d'échauffement ou de petites blessures liées juste au barreau métallique. Et donc voilà, on a mis du caoutchouc pour limiter ça. Et donc voilà, c'est ça qu'on a utilisé. J'ai décidé aujourd'hui de vous montrer les vidéos des premières mises en contact. Comme ça, vous allez un petit peu voir à la fois c'est intense, à la fois pas intense par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Là, c'est une des paires. C'est le tout premier lâcher, la première fois qu'ils ont interagi à travers la paroi. C'est bon pour toi? Ouais. Moi, c'est bon. Là, je fais. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que on est tout de suite justement dans de l'exploration réciproque avec les vocalisations typiques des talons. Donc, c'est très impressionnant, c'est très sonore. Finalement, on n'a pas de vrai contact physique, en tout cas, pas de morsure ou de coup de pied direct. Mais voilà, ils se cabrent. Et on voit aussi que grâce à cette paroi et la taille des box, les chevaux peuvent vraiment se retirer l'un l'autre et venir au contact s'ils ont envie. On voit bien que le premier finit par se pousser. En fait, quand l'autre recule, il se dit en fait, qu'il y retournerait bien. Donc voilà, c'est un peu comme ça. C'est un peu le type d'intensité qu'on a au début. Là, c'est, on va dire, le type de comportement en partie agonistique un peu le plus intense qu'on ait eu. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte. C'est deux jeunes chevaux, je crois que c'était les 2 plus jeunes qu'on avait. Donc là, pareil, hein, on voit que le deuxième cheval, d'abord, a l'air de l'éviter, puis en fait, il revient aussitôt. Ouais. On a le flairage des zones génitales, des zones anales, qui est possible grâce à la paroi. Et comme vous l'avez vu au début, on a quand même des comportements agonistiques possibles. Donc, on peut avoir, on en a eu une en fait. On a eu des vraies morsures quand même.
sans blessure grave, mais voilà, ils peuvent commencer à avoir des interactions agonistiques, ce qui est quand même intéressant parce que l'idée, c'est qu'il y ait une relation qui se mette en place, on n'est pas juste dans une interaction isolée. Donc, on veut leur donner la chance de peut-être même commencer à établir une relation de dominance notamment. Et en fait, ce qu'on a le plus, c'est vraiment des comportements exploratoires. Donc en fait, ils se sont mâchouillés, léchouillés dans tous les sens réciproquement pendant des heures. C'est ça qu'on a eu le plus. Là, voilà, c'est vraiment ce qu'on a eu le plus. Là, le cheval qui est devant, c'est le doyen, il a 21 ans. Mais je pense que c'est une des premières fois où il pouvait interagir librement comme ça avec un autre étalon. Voilà, je trouve que c'est intéressant de vous montrer parce que voilà, on peut quand même, là, toutes les vidéos que je vous ai montrées, c'est vraiment les 2 premières heures du premier jour pour chacune des paires. Voilà, ça vous donne un peu une idée du type de comportement qu'on pouvait avoir. Donc, à la fois pour dire que ce n'est pas des comportements anodins non plus, il y a des vraies interactions, et en même temps, on n'est pas non plus sur des chevaux qui viennent se sauter à la gorge. Donc voilà, grâce à ces mises en contact, on a pu renforcer les liens d'affinité avec ces individus 2 à 2. Comme je disais, on a eu beaucoup de comportements agonistiques et ritualisés, surtout en début de session à chaque fois, mais surtout beaucoup de comportements exploratoires et assez calmes finalement. Et aussi les animaux qui, en fait, le temps que la paroi était ouverte, étaient capables de retourner faire d'autres activités et de revenir plus tard. Donc, ils ne restaient pas tout le temps que c'était ouvert, à part peut-être le tout premier jour, mais sinon, ils étaient capables d'après d'aller manger, d'aller se reposer, puis de revenir. Donc, même en quelques jours, déjà, on avait ça. Donc, une fois qu'on a renforcé ces paires, qu'on les a aussi présentés au paddock 2 à 2, et ben, on a cherché à former groupe. Et on a évidemment suivi vraiment les 48 premières heures de la formation de ce groupe. Donc, pareil, là, je vous ai mis la vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemblait vraiment les tout premiers moments de se lâcher. Hop. Donc, en fait, on a amené les 6 individus en main. C'est vraiment une énorme pâture qui fait plusieurs hectares. On les a mis assez loin les uns des autres en visant à mettre un copain à chaque fois à côté. On les a lâchés et puis voilà. Après, c'était parti, on les a observés. Il y avait des caméras un peu partout. Et bien sûr, on était là aussi pour assurer la sécurité. Et donc là, je m'y pose parce que c'est vraiment hyper important. Là, ce que vous voyez, c'est 4 des 6 étalons qui sont, ça ressemble beaucoup à la vidéo des chevaux à radavange d'ailleurs, qui sont devenus tous ensemble, qui synchronisent des moments un peu d'excitation. Il y a beaucoup de vocalisation, beaucoup de comportements ritualisés. Mais ce que vous allez voir, et j'espère que vous allez voir la différence, c'est que ce cheval-là à droite, ce cheval alezan, on a parce que lui n'a pas présenté des comportements sociaux adaptés. Et en fait, dès ses premières interactions, ça s'est vu. C'est-à-dire que vous allez voir que les autres qui sont dans du comportement exagéré, ça fait des vocalisations, ça envoie des antérieurs, des postérieurs, mais finalement, on n'a même pas de vrais coups de pied, on n'a pas de vraie agression. Alors que par contre, ce cheval-là, vous allez voir, il va directement charger un autre et surtout, il ne va pas s'arrêter, même quand lui-même se prend des comportements de défense un peu forts. Et c'est vraiment la différence entre un cheval qui, même si ils sont encore en cours de resocialisation, tous les autres arrivent à prendre en compte le comportement. Celui-là, non. On est un peu loin pour entendre, mais ça couine, hein, évidemment. Donc là, voilà, celui de droite qui charge, en fait.
Donc là, on est 20 minutes plus tard, ça fait seulement 20 minutes qu'ils sont ensemble et on est déjà assez proche de ce qu'on pouvait avoir en box social, c'est-à-dire qu'on est déjà dans de l'exploration avec du comportement toujours un peu ritualisé, mais assez calme, sans problème. Et ça, donc c'est au bout d'une heure, on a déjà des individus qui recommencent une autre activité que l'interaction et qui commencent à pâturer. En plus, qui sont sur des distances pas si éloignées les uns des autres. Donc voilà. Alors, bilan de la première heure, on avait donc des interactions extrêmement nombreuses sur les toutes premières minutes, puis une diminution assez rapide avec une reprise d'activité du type pâturage et une large majorité de comportements explorateurs et de comportements ritualisés. Avec, par contre, comme je vous disais, cet étalon qui a posé problème, en fait, qui était initiateur d'agressions fortes et qui, évidemment, là, on fait presque du cas particulier, hein, je ne suis pas en train de parler de statistiques, mais où, effectivement, on n'avait pas de cheval qui s'adaptait à la réponse du partenaire en face. Donc, il agressait. S'il se prenait des coups de pied qui étaient de manière évidente moins forts que celui qui répondait arrête de m'agresser, il n'arrêtait pas, il continuait. Il s'en prenait aussi à des chevaux qui étaient justement calmes, qui étaient plus en train de pâturer, etc. Donc voilà, on voyait que ça allait pas du tout. Et donc, on a décidé de le retirer au bout de 2 heures. Il a malheureusement eu le temps de blesser un autre cheval. C'était une blessure non grave, hein, je précise. C'était une blessure au niveau de la tête, en fait, mais qui nécessitait des soins. Pour être désinfecté, etc. au quotidien. Donc, du coup, on a dû enlever ce deuxième cheval suite à ça, mais pas parce que lui a présenté des comportements problématiques, au contraire, mais voilà, on avait vraiment 1 sur les 6 qui posait ce problème-là. Donc, on a réduit le groupe à 4. Ce qui était par contre très, très positif, c'est qu'on avait une reconnaissance des liens d'affinité qui était quasi immédiate. Là, cette photo, c'est pareil, c'est le premier jour. C'est un toilettage mutuel entre quand même. Donc là, je vous parle de 2 étalons qui étaient désocialisés depuis des années. Et rien qu'à travers ce qu'ils avaient établi via la paroisse sociale et puis la journée au paddock ensemble, là, ils sont déjà en toilettage mutuel, en fait. C'était deux partenaires qui se connaissaient bien. Donc, on avait ça dès le premier jour et ça n'a fait que se maintenir. On avait un budget d'activité plus normal qui s'est installé progressivement et des proximités sociales qui n'ont fait qu'augmenter au fil des jours puis des semaines, puisqu'on a suivi les choix après pendant 2 mois. Voilà, pendant les 2 mois qui ont suivi, donc on a fait des relevés quotidiens, hein, pas 24 heures sur 24, 3 heures par jour, en décalant le moment de la journée où on observait. Donc on a relevé en continu les interactions sociales, les proximités spatiales et aussi l'endroit où ils étaient dans la pâture. Et parce qu'on voulait notamment vérifier le temps qu'ils consacraient à l'alimentation pour être sûr qu'ils mangeaient suffisamment. Et puis aussi vérifier les potentielles blessures, l'état des sabots, enfin tous ces indicateurs, on va dire, basiques. En ce qui concerne l'évolution des relations sociales, déjà, on a vu qu'on avait une diminution assez rapide des interactions agonistiques et même des interactions ritualisées, donc un apaisement globalement des interactions au fil des jours, et une augmentation des interactions affiliatives avec toujours plus de toilettage mutuel. Ça vous montre les proximités spatiales. En fait, en vert, vous avez le pourcentage de temps que les chevaux consacrés étaient passés à moins de 2 mètres d'un congénère. Donc, moins de 2 mètres, c'est à peu près la longueur d'un cheval. Donc, c'est vraiment quelque chose que les chevaux font quand ils sont assez proches, en tout cas au sein de leur réseau. Et voilà, on a vu qu'au fil des semaines, la proximité a augmenté. On a un autre cheval qu'on a retiré au bout de 10 jours. Et ça, c'est aussi très important, je trouve, pour la pratique. C'est encore un cas d'école. C'était le doyen, justement, un trotteur français de 21 ans, qui, en fait, d'un point de vue comportemental, comme les autres, était tout à fait adapté. D'ailleurs, il fait partie de ceux qui passaient beaucoup de temps à explorer réciproquement. Il était assez demandeur. À ce niveau-là, ça se passait bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous, dans notre protocole, on avait à la fois le passage au pré, du box au pré et d'une vie isolée, même s'il y avait le processus progressif à une vie en groupe. Et on va dire que la vie en groupe, ce n'était pas un souci. Mais le passage au pré, pour un cheval qui avait déjà 21 ans, qui était dans un système de box avec de l'alimentation concentrée et des sorties très cadrées en paddock, etc., et en fait, la marche a été trop haute et il a maigri trop rapidement. En fait, il a perdu de l'état. On a appris a posteriori que c'était un cheval qui avait des problèmes cardiaques. On ne le savait pas au départ, sinon je pense qu'on ne l'aurait pas soumis à ça. Donc voilà, avec des suspicions d'ulcère, etc. Donc il a été vu par un vétérinaire et donc on a décidé de le sortir en fait du protocole.
Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec le fait que finalement, la resocialisation de mâles, on se la pose, même pas que de mâles d'ailleurs, hein, de juments aussi, mais on se la pose parfois un peu trop tardivement. Et c'est vraiment dommage parce que ce cheval, a priori, il aurait pu être socialisé, mais en fait, il était déjà trop vieux pour ça. Et du coup, on le prive d'une retraite possible. Et sachant que le vieillissement de la population équine est une question générale assez importante, ça pose vraiment la question de à quel moment on se soucie de ça, en fait. Donc voilà, le bilan pour les 3 étalons restants est extrêmement positif. Ils ont été ensemble pendant 2 mois ensuite. Ça a très bien fonctionné. On a pu vérifier que c'était possible, notamment c'était une inquiétude des soigneurs, que c'était possible de prendre un étalon pour aller voir le maréchal, le vétérinaire, pour travailler, puis le remettre dans la pâture. On n'avait pas de souci. On en a même une fois qu'on a enlevé pendant... Non, c'était tous les chevaux. Il y avait une journée où il y avait des feux d'artifice, donc on a voulu les mettre au box un week-end. Donc, c'était un bon test. Alors, ça faisait, je pense, quelques semaines déjà qu'ils étaient ensemble. On a vérifié que c'était possible de les mettre en box individuel pendant quelques jours, puis les remettre ensemble. Et on n'a même pas eu d'effet rebond quand on les a remis ensemble. Et ça, pareil, c'est anecdotique, mais on a eu un retour positif du maréchal Ferrand qui avait l'habitude de traiter un de ses chevaux, un de ses étalons, qui était réputé assez difficile pour le maréchal, et qui en fait était beaucoup plus apaisé. Donc on se dit que notre hypothèse selon laquelle ça pourrait aussi aider dans les interactions avec l'humain pourrait bien être vérifiée, mais à voir évidemment avec beaucoup plus de chevaux. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette étude sur les étalons, c'est que des chevaux, même dans un cas de désocialisation extrême, peuvent s'adapter à une vie de groupe. Nous, ils nous ont plutôt agréablement surpris avec leur capacité. On a une réponse claire pour 3 des 6 étalons, voire 5. Enfin, disons que les autres, on a dû les retirer prématurément, mais leur comportement était plutôt positif à ce niveau-là. Par contre, on avait quand même 1 sur les 6 où là, on a vu que ce n'était pas possible. Alors peut-être qu'avec un autre protocole, quelque chose d'encore plus progressif, on aurait pu arriver quelque part, mais là, on parle quand même, là, on atteint un peu les limites et à un moment donné, on ne peut pas mettre en danger les autres chevaux. C'est pour ça qu'on a besoin de protocoles expérimentaux comme ça pour atteindre ces points-là et après avoir des critères pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé pour éviter que ça arrive dans la pratique. Mais voilà, ce cheval-là, il a été désocialisé jeune et on ne peut pas rattraper toujours. Les plus gros freins, je pense, ça c'est pareil, c'est empirique ce que je vous dis, mais je pense qu'ils étaient plus humains. Je pense que les chevaux étaient plus prêts à ce mode de vie que les humains. Il y avait vraiment beaucoup de personnes, il y avait quelques personnes qui avaient des grandes inquiétudes et qui avaient vraiment l'impression que c'était quelque chose de terrible qu'on faisait aux chevaux, de les remettre en groupe. Et voilà, donc je voulais juste insister sur le fait que la resocialisation, c'est vraiment un outil très intéressant qui permet de ne pas laisser des chevaux, quand même, on a des animaux qui vivent 20, 30 ans, de ne pas les laisser de côté, même s'ils ont eu un début de vie qui n'était pas idéal. Mais ça reste pas anodin. C'est aussi un challenge même physiologique parce qu'il y a quand même du stress qui va avec. Donc voilà, c'est à la fois une expérience très positive et en même temps, l'idée, c'est peut-être de ne pas en avoir besoin. Mais en tout cas, moi, je pense que si des étalons comme ça arrivent à s'adapter, par contre, ça suggère que dans des cas plus faciles pour les autres types de chevaux, on a vraiment toutes les raisons d'être optimiste. Je vais juste évoquer rapidement d'autres types de resocialisation. Ça va être beaucoup plus court. Je voulais évoquer une étude qui a été faite par des collègues, Léa Briard et Odile Petit, sur la resocialisation dans les talons, mais là, pour l'introduire dans un groupe de juments. Alors, ça recoupe plusieurs choses que vous avez déjà entendues, notamment dans la présentation de Constance, si je ne me trompe pas. Voilà, en fait, l'idée, c'était une éleveuse qui voulait introduire un nouvel étalon reproducteur dans son groupe de juments, parce qu'elle voulait avoir de la reproduction en liberté. Et donc, c'était un étalon en fait, de 15 ans qui était pareil, désocialisé depuis des années, qui ne savait même pas exactement ce que c'était une jument. Et voilà, elle voulait introduire un groupe de 7 juments dans un but après d'avoir un groupe familial finalement avec de la reproduction. Donc, ce que mes collègues ont fait, c'est qu'elles ont fait une période d'observation au préalable pour déterminer la place de chacune des juments dans leur groupe en termes de dominance et de réseau social d'affinité et également de tempérament. Et en fait, ce qu'elles ont décidé, c'est de prendre la jument qui à la fois était peu réactive qui était assez indépendante socialement, donc qui pouvait être retirée de son groupe sans trop stresser, qui était peu dominante, mais par contre centrale. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait un statut social en termes de hiérarchie qui était plutôt bas, mais par contre, elle avait beaucoup de liens d'affinité avec plusieurs juments dans son groupe. Et donc, c'est cette jument qu'ils ont décidé de mettre en premier avec l'étalon pour qu'ils se familiarisent avec elle, qu'ils établissent un premier lien, un peu comme on a fait avec nos étalons, pour ensuite rajouter les juments les unes après les autres, en prenant en compte leur statut social notamment. Et notamment au départ, elles ont visé à mettre des juments qui n'étaient pas les plus dominantes d'abord, donc d'abord les plus subordonnées,
en y allant progressivement et en vérifiant à chaque étape et la fréquence d'interaction agonistique et affiliative et sexuelle aussi. Et en fait, c'est vraiment un protocole qui s'est bien passé. Hein. Ça a été assez fluide. On a eu assez peu de comportements agressifs de la part de l'étalon vers les juments et également des juments vers l'étalon. Et on a eu vraiment la mise en place d'un réseau social qui s'est bien fait. De manière anecdotique, encore une fois, mes collègues rapportent toujours que l'étalon a vraiment eu comme un bug, en fait, le jour où il est passé de une jument à 2, parce que, encore une fois, comme je disais, hein, il savait presque pas compter au-delà de, au-delà de 20. Le jour où il a eu 2 juments d'un coup, il était très perdu. Mais voilà, ça s'est mis en place. C'est juste qu'il a fallu le faire au fil de plusieurs semaines. Je voulais juste aussi faire référence, mais ça, je pense que Anna, vous aurez l'occasion de l'entendre discuter peut-être dans d'autres rencontres, mais il y a la thèse d'Anna Flamand qui est encadrée par Odile, qui a commencé il y a quelques mois, et elle utilise vraiment justement cet outil de box sociale pour avoir des temps d'exposition sur des chevaux qui sont généralement isolés, contrôlés, et pas spécialement des étalons, justement. Quand je vous disais qu'on peut l'appliquer à d'autres chevaux, et elle s'intéresse en particulier au lien sur la relation avec l'humain, notamment dans le travail. Donc, elle regarde, par exemple, actuellement l'effet de ces mises en contact sur le débourrage. Et elle a déjà des résultats très encourageants à ce niveau-là, avec des chevaux qui seraient plus détendus et plus optimistes avec des protocoles de bicognitif. Donc, voilà, je vous encourage à aller écouter Anna si vous avez l'occasion, parce que c'est des résultats qui sont très encourageants. Et aussi, ça c'est juste pour souligner, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais qu'on a des outils autres que le box social qui existent, qui peuvent être vraiment utiles, peut-être pas forcément pour des mises en contact si on veut quelque chose d'absolument sécurisé, mais qui permettent aussi aux chevaux de vraiment interagir, parce qu'ils ont vraiment besoin du contact au moins jusqu'à l'encolure pour établir des relations et les entretenir. Quand on est obligé de mettre les chevaux en box, si c'est des chevaux qui se connaissent, on peut envisager de tout simplement, au lieu de mettre des barreaux, laisser une paroi ouverte. Et il y a moyen de mettre des volets, de les fermer la nuit si ça vous tranquillise de le faire. Enfin, voilà, il ne faut pas hésiter de penser à la flexibilité que ça peut représenter. Ça, c'est une paroi qui a été utilisée sur des chevaux, sur des pur sang de course de galop, qui ne sont pas spécialement habitués à ce type de contacts sociaux. Et c'était une étude qui a été menée par ma collègue Claire Neveu, qui a été aussi assez positive. Donc, voilà, un message à retenir de cette présentation. La resocialisation des chevaux adultes, quand même, elle est souvent possible, même dans des cas extrêmes comme celui que je vous ai présenté. Ces résultats permettent d'être très optimistes pour les autres chevaux qui, généralement, sont moins désocialisés que ces étalons, par exemple. Ça reste un investissement, comme je vous disais, probablement souhaitable. En tout cas, c'est à chacun de le décider, mais on parle d'animaux qui restent quand même, qui sont en vie pendant longtemps et qui vont qui vivent plusieurs carrières successives. Donc, voilà, c'est un investissement qui peut valoir le coup, mais qui n'est pas complètement sans risque. Donc, si on devait avoir un souhait, ça serait qu'on n'ait plus besoin de resocialiser, si on respectait le développement social des jeunes chevaux. Et bien sûr, je souligne l'importance de continuer les recherches dans ce domaine pour avoir des outils, pour avoir aussi plus d'infos sur les profils. Nous, on est retourné voir, je n'ai pas le temps de tout développer, mais on a été voir les interactions sur ce cheval-là qui présentait des signes d'inadaptation sociale. On a été voir sur les premières mises en contact. On s'est rendu compte qu'en fait, il exprimait quand même plus de comportements agonistiques qu'affiliatifs, contrairement à tous les autres où la balance était inversée. Donc voilà, on commence aussi à dire que ça serait bien de connaître les profils pour essayer d'avoir des signes précurseurs de réussite ou non. Voilà, et toujours, évidemment, la réponse, elle est dans l'observation des chevaux. Je vais m'arrêter là. Encore une fois, j'ai mis mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Et je vous remercie pour votre attention. Et puis, encore une fois, pour l'invitation aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathilde. Ce n'est pas tout à fait fini. De toute façon, on se revoit tout à l'heure, encore une fois. Tout à fait. Oui, à propos d'Anna Flamand, je ne sais pas si vous savez, mais elle a travaillé chez nous pendant 9 mois. Oui. Et puis, elle vient toujours régulièrement pour m'aider dans les cours. Pour les adultes qu'on donne. Donc, tout à fait. Elle m'a dit qu'elle était triste de ne pas être là aujourd'hui. Oui, elle ne pouvait pas venir. Oui. OK. Juste ouvrir pour une question peut-être, parce qu'on va avoir la pause. Mais sur cette présentation-là, puisque Mathilde revient tout à l'heure de manière plus générale sur les étalons pour une dernière petite présentation. Donc, vous aurez l'occasion, si vous avez des questions d'ordre général sur les étalons, de les poser plus tard. Mais si vous avez une question sur cette présentation, on a une question. Oui. Il faut bien parler là-dedans parce qu'elle ne vous voit pas et tout. Voilà. Pour l'étude sur les étalons, celle de Avanche, ils ont toujours bien spécifié comme quoi il n'y avait pas de juments à, je ne sais plus, je crois, 5 ou 10 km aux alentours. Est-ce que là, ça a été aussi respecté ou...
mis en œuvre. Enfin, Alors, oui et non, parce que ces chevaux-là étaient dans une jumenterie. Donc, il y avait clairement des juments à moins d'1 kilomètre. Par contre, on n'avait pas de juments sur les pâtures vraiment adjacentes, surtout pas au début. Après, en 2 mois, vu qu'il n'y a pas non plus une disponibilité des pâtures énorme, on a eu des juments qui n'étaient pas si loin et ça n'a absolument posé aucun problème. Voilà, mais là, encore une fois, je vous réponds de manière anecdotique. Hein. Il faudrait répéter suffisamment pour tester différentes distances. Mais clairement, il y avait des juments qui étaient sur le site. Donc, voilà. Et on sait que l'olfaction des étalons vis-à-vis des juments n'est pas si bonne que ça. On sait que si on cache une jument, là, c'est une étude qui a été faite à l'INRA de Noisy par ma collègue Christine Moyan, si on cache une jument derrière une paroi, par exemple, et qu'on a juste des trous, qu'il y a l'odeur qui passe, le cheval n'est pas capable de détecter que la jument est de l'autre côté du mur, s'il ne la voit pas. Donc, ça veut dire que finalement, les étalons, on a l'impression qu'ils peuvent, à la fois, peut-être qu'ils perçoivent des odeurs, mais de là à en déduire qu'il y a une jument physiquement présente, a priori, on n'a pas de preuve de ça. Donc, c'est probablement une compétence moins importante que ce qu'on imagine. Mais voilà, après, voilà. Donc, il y avait des juments sur le site. Après, on était dans une période où on ne collectait plus fréquemment les étalons. Donc, c'est un peu comme avant. C'était dans la pause de reproduction. C'est plutôt dans cette période-là. Donc, voilà. Ça serait bien de savoir un peu jusqu'où on peut aller quand même par rapport à cette histoire de période où il y a plus de reproduction, à quel point ça interférerait ou pas. Mais finalement, on a assez peu de données là-dessus. C'est peut-être plus faisable que ce qu'on pense. À voir. Ok, merci beaucoup Mathilde. On se retrouve tout à l'heure.